Elle est amérindienne, sourde, amputée d'une jambe. C'est la nouvelle super-héroïne Marvel qui mise sur son profil atypique pour relancer une franchise en perte de vitesse chez Disney, au moment même où le patron de Disney semble vouloir s'extirper du front des guerres culturelles américaines. Vous savez, les questions liées au wokisme, à l'intersectionnalité. Ça s'appelle Echo. C'est une série qui débute donc aujourd'hui sur les plateformes de streaming Disney+, et Hulu, et qui suit les aventures de Maya Lopez, une ex-criminelle de New York qui redécouvre donc ses racines amérindiennes dans sa ville natale d'Oklahoma. Voilà pour le prétexte d'actualité. Romuald Sciorra, lui, prend du champ sur ces questions-là. Il est essayiste et politologue. Il vit à New York et il publie « Faut-il avoir peur du wokisme ? Comprendre la philosophie woke » aux éditions Armand Collin. Il y a beaucoup d'ouvrages qui sortent sur le sujet et régulièrement, d'ailleurs, nous en parlons parce qu'il y a une attente aussi. Qu'est-ce que c'est que cette idéologie qui nous arrive des États-Unis ? Alors peut-être avons-nous un petit peu un temps de retard sur la question parce qu'on est toujours en décalage par rapport à ce qui se passe en Amérique, et peut-être qu'aussi on ne regarde pas les choses de la même manière que les Américains, où la guerre culturelle est plus intense encore que chez nous. Bonjour Romuald Sciorra. Bonjour. Alors d'abord peut-être sur ce que représentent aujourd'hui ces plateformes qui produisent en fait du contenu éditorial fortement idéologisé, mais il semble que ça ne soit pas nécessairement la garantie du succès non plus à l'arrivée. Non, écoutez, comme dans tout mouvement, le wokisme a connu et connaît certains excès. Et la balance, c'est toujours pareil. Le balancier, vous savez, aux États-Unis, c'est toujours un petit peu extrême. Et on s'est retrouvé avec une vague woke sur ces plateformes, que ce soit Amazon, que ce soit Disney, que ce soit Netflix, Max, Netflix, etc. Au cours des dernières années, on est passé de tout, de rien à tout. En ce qui concerne par exemple la présence des Afro-Américains, nous voyons très peu de héros de premier rôle afro-américains au cours des années 2000 ou 2010. Tout a commencé à basculer, et c'est une très bonne chose, à partir de 2016-2017. Malheureusement, à des fins pécuniaires et commerciales, la plupart des grandes plateformes ont décidé de pousser les choses à l'extrême, et on s'est retrouvé avec des castings où les Afro-Américains étaient omniprésents, où la plupart des rôles étaient tenus par des acteurs noirs, etc., etc. Alors c'est une très bonne chose, moi je m'en réjouis. J'ai milité pour cela pendant de nombreuses années, mais le problème, c'est que lorsque l'on passe de 2 acteurs noirs sur 10 dans les pubs à 9 acteurs noirs ou 10 dans certaines publicités, on tombe dans un excès qui risque de justement marginaliser les bénéfices du mouvement et exciter une certaine frange radicale de la droite républicaine. Blanche-Neige noire par exemple, ça vous paraît absurde ou... Non, pas du tout. Je pense qu'une Blanche-Neige noire, pourquoi pas ? Alors Snow White, vous me direz, mais Snow White c'est aussi une image, c'est une expression. La petite sirène black, je trouve ça très très bien. Un James Bond noir, s'il a l'accent british, pourquoi pas ? Je trouve ça plutôt intéressant. Non, je n'ai aucun problème avec ce genre de choses. Au contraire, je pense que plus les Afro-Américains ou les acteurs noirs français pourront obtenir des rôles majeurs, voir certains films, certaines histoires réécrites au goût du jour, plus cela permettra de contribuer à un véritable vivre ensemble heureux. Par contre, ce qui est critiquable, et il y a un chapitre là-dessus dans mon livre, c'est ce que j'appelle la désappropriation historique, c'est-à-dire on a vu Amazon, Netflix, toujours pareil, à des fins de racolage, confier des rôles à des acteurs noirs dans des séries historiques qui se volent très réalistes. J'entends par exemple une reconstitution du Paris de 1830 dans une adaptation des Misérables sur Amazon, très réaliste, où Javert, donc le chef de la police française, est incarné par un acteur noir remarquable d'ailleurs. Le problème, ce n'est pas qu'un acteur noir joue Javert, je le répète. Un acteur noir peut jouer Hamlet, un acteur noir peut jouer Molière, peut jouer... Mais lorsque nous sommes dans des conventions théâtrales, ou alors lorsque nous sommes dans des films comme Blanche-Neige, comme La Petite Sirène, je n'ai jamais compris la crise de certains radicaux contre le fait que La Petite Sirène soit incarnée par une actrice noire. On parle d'une sirène. Une sirène n'a pas de couleur de peau. Rien que cela est aberrant. Par contre, dès que l'on se retrouve dans le contexte de séries historiques réalistes, il y a un danger de désappropriation historique. J'entends par là
que lorsque nous voyons des reconstitutions donc de Paris en 1830 où le chef de la police est noir, où nous voyons des reconstitutions des États-Unis 1880 où un général d'armée est noir se mariant avec une femme blanche acclamée par des généraux noirs blancs à la sortie de l'église, on est dans la désappropriation historique. C'est-à-dire que on trahit l'histoire des populations américaines qui, en 1830, à Paris, étaient très loin d'obtenir des postes semblables à celui de Javert ou qui étaient très loin d'obtenir des postes d'officiers dans l'Amérique des années 1880. Oui, il y a une sorte de mensonge à l'envers, en fait. On reconstitue l'histoire. Et donc, on trompe les populations, les jeunes populations actuelles sur leur propre histoire. J'ai vu des étudiants venir vers moi en me disant, mais écoutez, il n'y avait pas vraiment de ségrégation aux États-Unis dans les années 1880. Moi, j'ai vu qu'un général était noir ou une autre, la fille d'un ambassadeur du Sénégal qui me dit mais écoutez en France c'était quand même très différent, le chef de la police justement à propos des Misérables était noir, etc. Donc on peut parler de désappropriation historique puisque l'on vole l'héritage de souffrance qui est celui de la plupart des communautés afro-américaines, afro-européennes, à des fins commerciales et à des fins de racolage afin d'obtenir plus d'audience. Donc bref, pour conclure, oui, il y a eu des excès de la part de ces plateformes et je pense qu'elles ont plutôt desservi les causes woke qu'autre chose. Romuald Surin, je rappelle que vous êtes aussi expert à l'IRIS et que vous dirigez l'Observatoire politique et géostratégique des États-Unis. Donc on pourrait parler de beaucoup d'autres choses en lien avec les États-Unis. Il y a la primaire qui commence là-bas, on en a déjà parlé sur notre antenne. Et on parlait tout à l'heure de Charles-Joseph Bonaparte, qui est le fondateur du fameux FBI aux États-Unis. Ce qui nous amène donc à croiser l'histoire de France et puis aussi de l'Amérique. Comment, sur quel mode vivez-vous l'analyse du wokisme? Parce qu'il semble qu'en France, beaucoup d'ouvrages paraissent, je m'en fais souvent l'écho d'ailleurs, et c'est souvent vécu sur le mode de la peur, et parfois même de l'hystérie. Oui, je crois que vous avez très bien résumé la chose. Ce qui est très curieux en France, c'est de voir des intellectuels de haut niveau, justement, souffrir de cette peur, contribuer à cette hystérie et tout mettre dans le même sac. Alors, distinguer. Comment? Par exemple, prenons par exemple la théorie du genre ou la question transgenre, par exemple. Aujourd'hui, lorsque l'on entend certains intellectuels français, Michel Onfray ou d'autres totalement opposés... Michel Onfray qui viendra bientôt. Ah, très bien. Opposés à la théorie du genre et à la transition, par exemple, chez les adolescents, a tendance à tout mettre dans le même sac. Un adolescent de 15 ans qui veut commencer une transition et un gamin de 6 ans que l'on bourre de médicaments ou de je ne sais trop quoi pour l'aider à changer de sexe. À titre personnel, je pense que par exemple, un enfant de 10 ans qui ne se sent pas à l'aise dans son genre et qui voudrait entamer plus ou moins une transition de genre doit être épaulé par des psychologues. On doit essayer, tenter de voir pourquoi il souhaite cette transition de genre, si ce n'est pas le symptôme d'autre chose. Et si vraiment l'enfant décide de persister, nous devons l'épauler dans une transition qui évidemment ne serait en rien biologique, qui doit être, on peut imaginer un changement de nom, on peut imaginer pourquoi pas un habillement différent, etc. Mais je suis par exemple opposé à... on habillait les petits garçons en filles à une certaine époque. Voilà, mais je suis par exemple opposé à toute chirurgie, bien évidemment, ou intervention sur le physique d'un enfant ou d'un adolescent. Donc, remboursé par la sécurité sociale. Voilà, donc aujourd'hui, c'est un petit peu le problème. Il est difficile d'avoir une discussion construite et sérieuse où l'on puisse, par exemple, débattre de ce dont je viens de parler en disant, voilà, je suis en faveur de ceci, mais il faut reconnaître que là, on est en plein extrême et que l'on touche le fond. À ce moment-là, non, la plupart des intellectuels français, dont Michel Onfray, mais il n'y a pas que lui, ont tendance à tout mettre dans le même sac, et c'est bien dommage. Par exemple, vous rappelez l'histoire, alors là on n'est pas dans le domaine des intellectuels français, mais de J.K. Rowling, l'auteur de Harry Potter. Là aussi, il y a une confusion. Je pense que tout cela manque de réflexion. Alors pourquoi y avait-il une confusion pour J.K. Rowling ? Tout cela est plein de confusion, manque de bon sens et de réflexion. Et je pense qu'il faut rester calme. Donc, pour en revenir à J.K. Rowling, nous partons d'une personne qui admet la théorie du genre.
Donc, la théorie du genre, pour synthétiser en quelques mots, chacun naît avec un sexe biologique, masculin, féminin. Le genre, par exemple, qui nous détermine en tant que garçon, fille, homme, femme, est une construction sociale et culturelle. C'est-à-dire, les petits garçons s'habillent en bleu, les petites filles en rose, les petits garçons jouent avec des camions, les petites filles jouent avec des poupées. Alors, on peut réfuter la théorie du genre. On peut me dire, écoutez, non, tout ça, je n'y crois pas, ça ne m'intéresse pas, etc. À partir de là, ok, c'est une position. Voilà. Par contre, si vous me dites, oui, Romuald Sura, j'admets la théorie du genre, vous avez tout à fait raison, c'est une construction socioculturelle, etc., comme J.K. Rowling l'a fait, on ne peut pas, comme elle l'a ensuite tweeté, dire, non, des hommes qui ont leurs règles n'existent pas, ce n'est pas possible. Tout a été basé, tout vient d'un tweet, si vous en souvenez, où elle a dit, mais les personnes qui ont leurs règles, normalement on appelait ça femme, hein, si je ne me trompe. C'est-à-dire que pour elle, un homme ne peut pas avoir ses règles comme aujourd'hui le planning familial, par exemple, le dit, ou l'a même illustré à travers certaines affiches, etc., etc. Donc, une fois encore, si vous me dites, je ne crois pas, je n'accepte pas la théorie du genre, ça fait sens. C'est tout à fait normal que vous ne puissiez pas admettre qu'un homme puisse avoir ses règles. Mais si vous admettez que le genre est une construction sociale, c'est-à-dire, je le répète, qu'une personne née avec un sexe biologique masculin décide a un ressenti pour un autre genre que celui qui lui a été assigné à la naissance, donc le genre homme, garçon, et se retrouve dans le genre féminin, masculin, et décide de s'investir dans ce genre, et donc de se considérer comme une femme via le genre, cette personne, donc, est une femme, de par le genre qu'elle s'est choisi, mais c'est plutôt l'inverse, pardon, vous avez compris, la femme... Oui, bien sûr, vous changez de sexe, voilà, parce que une femme vous changez de genre. Qui change de genre et qui donc se veut un homme, peut se revendiquer un homme. Et alors, en fait, Romuald Sura ? Donc, à partir de là, J.K. Rowling s'est un petit peu mélangé les pinceaux, et donc on est une fois encore dans un quiproquo qui, en fin de compte, n'est basé que sur un manque de compréhension, un manque de réflexion, un manque de clarté. Une fois encore, je comprends que l'on puisse réfuter la théorie du genre, mais si on l'accepte, on doit donc accepter le fait que oui, un homme puisse avoir ses règles. Donc, une fois encore, le débat est biaisé. Oui, mais c'est purement théorique, puisque dans les faits, biologiquement parlant, ça ne peut pas être le cas. Mais c'est tout, la théorie du genre repose justement sur la théorie. C'est bien une théorie. Tout à fait. Biologiquement, mais il est très clair que biologiquement, un homme ne peut pas avoir ses règles. À part quelques excités qui vous diront que il n'y a pas d'homme, qu'il n'y a pas de femme. Non, il y a des personnes qui naissent avec un sexe masculin, d'autres personnes qui naissent avec un vagin. Ça, c'est indiscutable. Qu'ensuite, la personne qui est née avec un vagin est un ressenti masculin et souhaite s'identifier au genre masculin et donc devenir socialement un homme, s'habiller comme un homme, avoir le nom d'un homme, c'est tout à fait respectable. Et à partir de là, on peut parler d'un homme, mais on parle du genre. On peut parler d'une personne au ressenti genre masculin ayant ses règles, donc d'un homme ayant ses règles. Mais tout ça repose sur un postulat. Tout à fait, bien évidemment. Mais Romuald Sura, comment expliquez-vous que ce sujet ait atteint une telle centralité dans les débats publics? Est-ce qu'aux États-Unis, d'ailleurs, c'est le cas? Et est-ce que la guerre culturelle qui se joue, parce que les primaires ont commencé aux États-Unis, est-ce que ça se focalise sur ces questions-là? Oui, bien évidemment. Alors pourquoi ces questions occupent une telle place aujourd'hui? Comme vous le savez très bien, nous sommes dans une fin de civilisation. C'est-à-dire que la grande parenthèse occidentale qui a débuté à la Renaissance, qui s'est développée ensuite avec le siècle des Lumières, qui a trouvé son aboutissement, on pourrait dire, au XIXe siècle, et politique et culturelle après la Seconde Guerre mondiale, avec la Déclaration universelle des droits de l'homme, la création de l'ONU, etc. Cette grande parenthèse civilisationnelle est en train de toucher à sa fin. Nous sommes... et avec elle, donc, toutes les institutions... Que ce soit religieuse, que ce soit politique, que ce soit les valeurs chrétiennes, que ce soit les valeurs de démocratie, toutes ces valeurs que l'on apprécie ou pas ne parlent plus malheureusement une grande partie de nos populations. Et ce sont
ces valeurs qui ont construit notre civilisation. Donc, à partir de là, lorsque nous sommes en crise, il y a bien évidemment une forme d'anxiété, et lorsqu'un mouvement sociétal de cette ampleur, de l'ampleur du wokisme, qui pour moi, comme je l'explique dans le livre, est dans le prolongement des valeurs issues de la Renaissance, des valeurs issues du siècle d'une lumière et même des valeurs du christianisme originel, voit le jour, il y a bien évidemment une crispation, une peur, comme vous le disiez auparavant, Expliquez, et donc Romain Turin, un refus, un rejet d'une mouvance telle que celle-ci. Expliquez, Romain Turin, le lien entre wokisme et christianisme originel. C'est très simple. Quel est le plus grand mouvement révolutionnaire et émancipateur de l'histoire humaine? Le christianisme. Quel est le message le plus libérateur qui a été apporté à l'humanité? C'est celui de Jésus. Et je pourrais dire, je suis athée, je me revendique, c'est un peu idiot de se dire revendique, car j'aurais aimé avoir la foi. Malheureusement, je n'ai pas été touché par la grâce, peut-être que cela deviendra, à l'heure qu'il est, cela ne l'est pas. Mais seul un imbécile pourrait dénier le message absolument révolutionnaire du christianisme originel et porté par Jésus-Christ. Donc oui, toutes les valeurs émancipatrices de notre civilisation occidentale, qui est très critiquable sur de nombreux points, colonialisme, etc., bien évidemment, mais qui demeure néanmoins une très belle civilisation, comme le christianisme est une idée civilisationnelle unique peut-être dans l'histoire humaine. Bien évidemment, donc tous les mouvements qui ont suivi le christianisme, qui en sont issus, donc les valeurs de la Renaissance, même si elles s'inspirent évidemment des antiquités grecques et romaines, que ce soit les valeurs du siècle des Lumières, que ce soit les grandes valeurs de démocratie, les valeurs d'égalité, les valeurs, enfin, c'est pas à vous que je vais apprendre cela, sont toutes issues du christianisme originel. Et qu'est-ce que le wokisme? Une fois encore, le wokisme débarrassé de ses excès, le wokisme débarrassé des caricatures que certains radicaux conservateurs veulent en faire. Qu'est-ce que le wokisme, si ce n'est un mouvement de libération au genre, c'est-à-dire que une fois encore, seuls les imbéciles vont dénier le fait que certaines personnes naissent avec un pénis et d'autres avec un vagin. Mais néanmoins, aujourd'hui, nous pouvons nous libérer de la prison du genre. Si mon ressenti est d'être féminin... Donc la libération du corps, en fait. Hein. Le corps peut être perçu comme une prison. Corps, ce qui est très platonicien comme vision. Du genre, mais aussi de la liberté d'expression, aussi de nombreuses théories, comme la théorie... mais là, il y aurait trop de choses à expliquer, et nous n'avons pas le temps d'entrer dans le détail. Donc si je puis me permettre cette expression, Romain Turin, vous faites une sorte de tête à queue idéologique, puisque vous estimez que ce christianisme originel est aujourd'hui l'une des matrices de ce qui tend à déconstruire notre civilisation actuelle. Attention, en tout cas, c'est perçu comme tel. Non, je n'ai pas dit que... Alors, qu'est-ce qu'on entend par déconstruction? Je n'ai pas dit que le wokisme tentait de déconstruire notre civilisation. Il faut faire très attention à ça, vous savez... Tout grand mouvement sociétal, toute révolution a été un mouvement de déconstruction. N'allons pas plus loin, ne remontons pas plus loin que la Révolution française. Aujourd'hui, personne n'irait mettre en doute l'importance de l'égalité, de la démocratie, etc. Mais rappelons-nous certains grands penseurs que nous respectons tous aujourd'hui, mais qui considéraient la Révolution française comme un grand mouvement de déconstruction qui n'avait d'autre but que de détruire notre civilisation. Rappelons-nous un génie comme Chateaubriand, parfois noyé dans son conservatisme ultra, qui voyait dans toutes les valeurs démocratiques du 19e siècle, la décadence et la fin de notre civilisation, etc., etc. Ceux qui ont vu dans la révolution sexuelle également une attaque contre nos valeurs, etc., etc. Non, le wokisme, une fois encore débarrassé de ses excès, est un mouvement de déconstruction de certains archétypes, de certaines valeurs aujourd'hui erronées, mais en rien un mouvement ayant pour objectif de détruire une civilisation. Et qu'est-ce que voudrait dire qu'est-ce que voudrait dire de vouloir détruire une civilisation? Ça n'aurait pas de sens. Non, le wokisme s'inscrit dans la grande lignée des... Quand on déboulonne des statues quand même un petit peu. Oui, non, on l'a toujours fait. N'a-t-on pas déboulonné Louis XV ou Louis XIV en 1789? N'a-t-on pas déboulonné ensuite telle ou telle personne? N'a-t-on pas déboulonné Pétain? N'a-t-on pas déboulonné? Alors, une fois encore, c'est parce que aujourd'hui, et
Cela aussi, ce n'est pas à vous que je vais l'apprendre. Vous êtes un homme des médias. Nous sommes dans l'instantanéité. Donc, dès que il y a un mouvement en faveur de déboulonner une statue, ça fait la une de l'actualité. Mais c'est de tout temps. Enfin, on va pas remonter jusqu'aux iconoclastes. Mais chaque fois qu'un grand mouvement de société, un grand mouvement sociétal a eu lieu dans l'histoire de l'humanité, celui-ci a toujours plus ou moins voulu faire table rase du passé, à tort ou à raison. Mais pour ce qui est de l'histoire des statues, je pense que oui, certaines statues n'ont plus aujourd'hui... et il serait stupide de dire non, nous devons conserver, nous ne devons pas juger avec les yeux d'aujourd'hui. Hier, nous avons passé notre temps, depuis 2000 ans, à déboulonner des statues. César a déboulonné Pompée, Auguste a déboulonné son oncle, César à plusieurs reprises, etc., etc. Donc, non, il n'y a rien de nouveau sous le soleil avec le wokisme quant à ça. Romain Siora, donc c'est une lecture évidemment qui nous invite à penser que ce qui arrive aujourd'hui, ce mouvement-là, hein, du wokisme, donc de l'éveil aux injustices, etc., à l'intersectionnalité, peut déboucher sur un autre type de société. Quelle est la société rêvée de ce courant d'idées? Puisque s'il prend sur l'opinion, c'est qu'il est toujours porteur d'un rêve ou d'une utopie. Donc qu'est-ce que c'est? C'est la libération de toutes les injustices? C'est quoi? Libération de toutes les injustices, là nous sommes dans l'utopie. Non, je ne pense pas que le wokisme soit une utopie. Ou des inégalités. Je pense que le wokisme est un mouvement qui porte un projet tout à fait réaliste et pas si ambitieux que cela, un projet vraiment à portée de nos mains, c'est-à-dire bien évidemment un projet d'égalité, mais d'égalité aboutie, où chacun pourrait reconnaître la différence de l'autre et l'accepter, que cela soit au niveau de la race, que cela soit au niveau du genre. Donc, quel projet de société porte le wokisme? Je dirais qu'il ne porte pas un projet d'une nouvelle société. Je prétends que le wokisme ne fait que contribuer à agrandir, à accentuer, à construire et non à déconstruire la construction qui a débuté à partir du siècle des Lumières, la Révolution française, les grands mouvements sociétaux de libération du XXe siècle. Le wokisme ne porte pas comme projet... Donc pour vous, Martin Luther King et la lutte contre le racisme structurel, c'est pareil? Oui, je sais que cela peut paraître contradictoire, mais pas du tout. Martin Luther King... En une minute, il nous reste une minute malheureusement. En quelques mots, Martin Luther King se battait pour que un noir et un blanc puissent avoir les mêmes droits. Quelle est l'étape suivante? Est que le blanc accorde, bien évidemment, et reconnaisse les droits qui sont le sien au noir, mais reconnaisse aussi sa différence, et en reconnaissant sa différence, reconnaissent les torts qui ont pu lui être faits, entre guillemets, à lui, ses ancêtres et sa solder communauté, le passé. de par le passé, afin donc de solder, comme vous le dites, ce passé, et de pouvoir vivre dans une harmonie d'acceptation, si ce n'est totale, plus complète que celle que nous connaissons aujourd'hui. Merci beaucoup Romain Siora pour ces explications sur l'idéologie woke. Faut-il avoir peur du wokisme avec un point d'interrogation? On aura compris que votre réponse est beaucoup plus nuancée justement que celle qui a coutume peut-être d'être véhiculée parfois aujourd'hui dans certains débats. C'est aux éditions Armand Collin. Je rappelle que vous dirigez l'Observatoire politique et géostratégique des États-Unis à l'IRIS et que vous êtes politologue. Merci.